Et votre quotidien à la loupe, de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, en radio et en télé, bienvenue dans Ligne Directe, l'émission autour de laquelle nous sommes tous rassemblés pour discuter ensemble de nos problématiques communes. Depuis le début de cette crise, après les prises d'assaut des supermarchés par des consommateurs en quête de produits de longue conservation et de papier toilette, ce sont les agriculteurs qui ont le vent en poupe et plus particulièrement ceux qui proposent du bio et des ventes directes. Alors ce confinement est-il une aubaine pour l'agriculture biologique et la vente en circuit court? C'est la question du jour. Pour apporter des éléments de réponse, nous accueillons Sophie Chauchat et Grégoire Bedonnel, deux agriculteurs certifiés bio. Laurent Cochefer, lui, est ingénieur et animateur du GAB-NC, comprenez le groupement d'agriculteurs biologiques de Nouvelle-Calédonie. Et Franck Souris-Lavergne, lui, il est président de Bio-Calédonia et élu à la Chambre d'agriculture. Et puis cette émission, elle se fait aussi avec vous, chers auditeurs. Vous nous appelez au 258 si vous avez des questions sur vos paniers, si vous voulez nous raconter comment vous vous organisez en cette période de crise pour toujours avoir accès à du frais. N'hésitez pas à nous appeler au 258. Ligne directe. C'est parti. Votre quotidien à la loupe, dans Ligne Directe, de 8h à 9h sur La Première. Allez, on va accueillir tout de suite Sophie Chauchat. Bonjour Sophie. Bonjour David. Comment allez-vous? Bonjour Sophie. Oui, ça va bien, bonjour. Ça a l'air d'aller bien, effectivement. Oui, tout va bien, il fait beau. Dommage, on n'a pas un petit peu de pluie, mais bon. Ok, très bien. Donc Sophie, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes agricultrice biologique du côté de la Tamois, c'est ça? Oui, c'est ça, chez la famille Wamitin et Peiter. D'accord. Et on a un peu de mal à joindre ce matin Grégoire Bedonnel, mais s'il est à l'écoute, qu'il n'hésite pas à nous rappeler. On a du mal à le joindre, mais il doit être peut-être dans son champ ou quelque part, peut-être avec la radio sur le tracteur. Mais en tout cas, son téléphone ne capte pas. Mais en tout cas, on l'invite à nous appeler dès que... Oui, Marilyn. Est-ce qu'on utilise des tracteurs en agriculture biologique, David? Bonne question. Sophie? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Marilyn demande, est-ce qu'on utilise des tracteurs en agriculture biologique? Oui, on en utilise encore. D'accord. Malheureusement. Donc effectivement, il est peut-être sur son tracteur. Et peut-être, ouais. Donc Sophie, vous êtes depuis combien de temps vous êtes installée en agriculture biologique du côté de la Tamois maintenant? Alors à la Tamois, ça va bientôt faire 3 ans que j'y suis. D'accord. Et de façon générale? Je fais de la en général, ça fait depuis 2015, même pas 2013 que je fais de l'agriculture. D'accord. Et est-ce que depuis... Alors vous êtes organisé en circuit court, c'est-à-dire que vous livrez des paniers, c'est ça? Est-ce que depuis cette crise de confinement, oui ou non, vous observez une augmentation, un accroissement de la demande? Ouh là là, oui. Alors moi, j'ai mes semaines pleines. Ça me change. Parce qu'avant, je courais pour avoir des consommateurs et là, je reçois des mails tous les jours. Comment est-ce que vous expliquez ça, vous, Sophie? Et c'est peut-être parce que il y a un changement de mentalité avec le Covid-19. Enfin, j'espère en tout cas que ça soit ça, que après les gens ne reprennent pas leur habitude d'aller dans les supermarchés et qu'ils continuent à nous soutenir, nous les agriculteurs, parce qu'on en a besoin. On peut facilement comprendre que les gens ne veulent plus, ou en tout cas ne peuvent plus aller dans les supermarchés et préfèrent que les paniers soient livrés devant leur porte ou dans des endroits ouverts. Mais pourquoi le bio, particulièrement, a le vent en poupe, d'après vous? Parce que c'est enfin, c'est on arrête un petit peu avec le conventionnel, avec tout ça qui détruit la planète et détruit notre santé. Maintenant, on s'en rend compte, c'est prouvé que le conventionnel n'est pas une bonne chose ni pour la planète ni pour nous. Donc, faut un peu changer nos mauvaises habitudes. Et là, les consommateurs sont en train de le faire. Est-ce que finalement le bio c'est pas un retour en arrière, mais c'est revenir aux sources et se passer un petit peu de tous les entrants chimiques, tout ce qui, avec le recul, on se rend compte, comme vous l'avez dit, que c'est pas bon pour nous. Est-ce que le bio c'est pas revenir à une agriculture plus traditionnelle et plus saine? Ah oui, c'est ça, plus paysanne. Ah oui. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je recherche, parce que je me suis jamais reconnue dans l'agriculture conventionnelle. Pour moi, la permaculture, le bio, toutes ces valeurs-là, je me reconnais dans ces valeurs-là. Et c'est bien de retourner aussi un petit peu plus à la terre, de revenir sur soi, d'apprécier ce qu'on a maintenant, parce que on peut tout perdre en 30 secondes. Mais est-ce que Marilyn a utilisé le terme revenir? Est-ce que c'est vraiment un retour ou finalement le bio c'est une évolution vers des techniques avec des connaissances modernes et une application, on va dire, soigneuse et digne de la terre? Pour moi, je pense pas que ça soit un retour en arrière, parce que avant c'était la guerre et donc avant c'était le conventionnel.
mais c'est plutôt une continuité des agriculteurs biologiques dans leur combat pour qu'on y arrive à s'en sortir. On va tout de suite accueillir Franck Souris-Lavergne, qui est président de Bio-Calédonia, élu à la Chambre d'agriculture, mais lui-même agriculteur du côté de la Foix. Oui, de la Foix. Bonjour Franck, vous êtes là ? Allô Franck ? Oui, vous m'entendez ? Oui, bonjour Franck. Bonjour Franck. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc vous êtes agriculteur bio, alors vous allez avoir plusieurs casquettes durant cette émission. Je l'ai dit, président de Bio-Calédonia, élu à la Chambre d'agriculture. Mais là, première question, je m'adresse vers vous en tant qu'agriculteur. Est-ce que vous, depuis le début de cette crise de confinement, vous observez un accroissement de votre demande, enfin de la demande ? Alors, oui, effectivement, il y a une belle demande en ce moment, mais on va dire que la conjoncture est pas facile parce qu'on est en saison qui est difficile au niveau de la production. C'est la période de l'année où malheureusement on a le moins de diversité en produits parce qu'on sort tout juste de la saison chaude. Donc les volumes de production vont arriver dans les semaines qui viennent. Et donc là actuellement, pour ma part, effectivement, il y a plus de demandes que ce que je peux offrir. Mais je voudrais quand même mettre ça un petit peu. Donc ça, c'est mon cas personnel. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, puisque des retours que l'on a, les personnes qui sont loin du bassin de consommation principal qui est Nouméa ont du mal. Certains ont du mal à écouler leur production, puisque tout le réseau d'approvisionnement a été un petit peu chamboulé avec la crise qu'on vit actuellement. Il y a un problème de transport justement pour descendre les produits sur Nouméa. Vous dites d'un côté que le bassin de consommation, j'imagine, c'est Nouméa, Grand Nouméa. Donc il y a une forte demande auquel les agriculteurs les plus proches ne peuvent pas forcément répondre. Et en même temps, il y a des gens qui ont un excès de production qui n'arrivent pas à l'écouler. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que j'ai comme retour et d'autant plus pour ceux qui travaillaient avec les circuits de distribution qui actuellement sont fermés, c'est-à-dire les cantines, la restauration qui en grande partie ne tourne plus. Donc voilà, ça crée quand même des difficultés pour certains d'entre nous. Tout à l'heure, je rappelle, on accueillera Laurent Cochefer, qui est animateur du GAB. On se posera un peu plus avant cette question. Est-ce que est-ce qu'il y a que les agriculteurs biologiques qui sont, on va dire, en sous-production ? Est-ce que les conventionnels ont du mal à écouler leur marchandise ? Mais vous, dans un premier temps, en tant que tous les deux agriculteurs bio, est-ce que vous produisez plus maintenant ? Est-ce que vous voyez une sortie, est-ce que vous voyez que vous allez pouvoir répondre à la demande actuelle ? Si oui, dans combien de temps ? Alors, moi, je vais commencer par dire que personne ne l'a vu venir, ce qu'on est en train de vivre, la crise qui est liée au virus. Donc, l'agriculture, ça s'anticipe. Malheureusement, ça, on l'a pas vu venir, donc on n'a pas planté forcément plus en voyant venir quelque chose, quoi. Donc, pour ma part, mon calendrier de plantation ne change pas, et puis on essaye de répondre à la demande du mieux qu'on peut, quoi. Pourquoi votre calendrier de plantation ne change pas ? Pourquoi est-ce que vous n'adaptez pas à la demande ? Parce que vous pensez que ça sera trop long à réagir et qu'à la fin de la crise... Une culture en moyenne, c'est 3 mois. Donc j'espère que dans 3 mois, la situation sera revenue à la normale. Donc il s'agit de pas... Et puis j'ai mes capacités qui sont toujours les mêmes. Je peux pas d'un seul coup planter plus que ce que je faisais parce que je sens... Enfin, il y a toute une capacité qu'on modifie pas comme ça, quoi. Donc vous, Franck, à la fois, vous misez pas sur une continuité de la demande de l'agriculture bio sur le long terme. Vous pensez que c'est passager à cause de cette crise ? Ah non, c'est pas du tout ce que je dis. Ouais. C'est pas du tout ce que je dis. Moi, je suis persuadé que l'agriculture bio va être de plus en plus demandée. Pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure à Sophie, je pense que cette crise, c'est l'occasion pour les gens de se recentrer un petit peu et de se rendre compte de l'importance de notre alimentation. Et donc des conséquences que ça peut avoir sur notre santé. Et là, la santé revient un petit peu au cœur des préoccupations avec cette crise malheureuse. Mais bon, du coup, les gens se posent peut-être les bonnes questions et ça crée clairement un engouement pour notre type d'agriculture. Parce que c'est clairement démontré qu'au niveau santé, l'agriculture biologique est bien plus bénéfique. Et on se posera la question tout à l'heure. Oui, pardon Marine, sur la question de l'environnement.
Et justement, en termes de bénéfices sur la santé, donc évidemment plus de pesticides, est-ce qu'il y a d'autres avantages, par exemple les qualités nutritionnelles ou des choses comme ça ? Clairement, oui. Clairement, là encore, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a eu beaucoup d'études dans ce sens-là. C'est démontré que les produits issus d'une agriculture biologique sont bien plus équilibrés dans leur composition et ont beaucoup plus de choses qui sont indispensables au fonctionnement du corps humain. Et donc, oui, ce sont des produits bien plus sains et bien meilleurs, bénéfiques. Et vous, de votre côté, Sophie, alors est-ce que vous avez modifié votre calendrier de plantation ? Est-ce que vous vous adaptez à cette hausse de demande en comptant fidéliser un petit peu la clientèle qui est la vôtre en ce moment ? Oui. Déjà, bonjour Franck. Pardon. Oui, bonjour Sophie. Non, moi c'est pareil que Franck aussi, mon calendrier de semis, il n'a pas changé, même si je plante toujours plus que je peux. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas d'être confinée comme ça à cause du Covid et les cultures, ça met longtemps à arriver. Alors, je ne sais pas si après je pourrais répondre à la demande croissante. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que si on n'augmente pas le nombre d'agriculteurs, on n'est pas capable de répondre à une demande croissante de la demande croissante simplement ? Non, peut-être pas. Peut-être faudrait que les consommateurs, on est plusieurs agriculteurs bio à proposer des paniers ou d'autres formes de commercialisation, et ça serait aux consommateurs d'aller d'abord chez un agriculteur, ensuite un autre, de faire des turnovers. Comme ça, au moins, tout le monde serait servi. Tout le monde aurait des légumes différents et c'est peut-être comme ça qu'on pourra s'en sortir le temps que nous, agriculteurs, on puisse revoir notre calendrier de semis et puis replanter à fond. Moi, le problème, c'est que je suis toute seule là sur mon terrain. Il y a mon copain qui m'aide parce qu'il est obligé d'être confiné. Mais sinon, moi, c'est très compliqué de vraiment produire en grande quantité. Donc vous dites que les consommateurs devraient passer d'un agriculteur à l'autre. Est-ce que c'est pas le rôle finalement des colporteurs ? Si, ça peut être les colporteurs. J'en ai pas besoin parce que je fais ma distribution moi-même. Mais à nous de mieux nous organiser, oui. Et alors, Franck Surguet-Lavergne, je le rappelle, vous êtes président de Bio-Calédonia, élu à la Chambre d'agriculture. Est-ce que là, pendant cette période de confinement, vous voyez une demande croissante également ou d'offres de colportage ? Ou est-ce que ça manque ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je n'ai pas du tout d'infos là-dessus. Pour ma part, de mon point de vue, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. De toute façon, pour ce qui est de l'organisation, moi, ce que je dirais, c'est que les consommateurs privilégient les produits locaux, quel que soit le circuit d'approvisionnement. Malheureusement, tous les agriculteurs ne sont pas à portée des consommateurs en direct. Donc, quel que soit le circuit d'approvisionnement, quel que soit le lieu d'achat, il faut privilégier la production locale parce que les agriculteurs en ont bien besoin et que c'est l'occasion aussi de favoriser notre production locale. Il faut savoir que cette crise qu'on vit actuellement en Calédonie, elle est mondiale. Je pense que tout le monde s'en rend compte, mais un des impacts, je pense, de cette crise, ça va être une difficulté aussi de la Calédonie à s'approvisionner ailleurs. Donc, j'ai envie de dire, ça fait un argument de plus pour dire favorisons aujourd'hui la production locale parce que miser sur l'import, ça va peut-être plus possible dans les mois qui viennent, étant donné que le monde vit une crise grave. Merci Franck. Sophie, on vous entendait, vous voulez réagir ? Ah oui, non, mais je suis d'accord avec Franck de ce qu'il dit. Je suis à peu près sur la même longueur d'onde. On vous rappelle que si vous voulez nous appeler, si vous avez des remarques à faire, des questions à poser, n'hésitez pas à nous appeler au 258 258. Je voudrais réagir sur ce que vient de dire Franck. Est-ce que vous pensez que la filière n'est pas assez bien organisée ? Du coup, est-ce qu'on manque de personnes pour descendre les productions des agriculteurs et les vendre sur les marchés en direct ? Est-ce qu'on manque d'intermédiaires pour les agriculteurs qui sont éloignés ? Alors, pour ce qui est de l'agriculture biologique, clairement, oui. À savoir que nous, l'association Bio-Calédonia, c'est l'association qui est chargée de l'attribution du label Bio-Pacifica, qui est le label officiel de l'agriculture biologique en Calédonie. Et donc, on a une centaine de producteurs qui ont le label. Et parmi ces 100 producteurs, une grosse partie sont en province nord ou en province des îles Loyauté. Et là, clairement, pour ces deux provinces, on voit qu'il y a un gros souci pour
pour permettre en fait le transport des produits labellisés jusqu'aux consommateurs qui eux sont en demande, comme on le disait, de plus en plus forte, quoi. Donc oui, il y a une amélioration à faire. Après, Rome ne s'est pas fait en un jour. Nous, au sein de l'association, on essaye un petit peu de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour répondre à ces soucis-là, en partenariat avec les partenaires qui travaillent sur ce secteur-là. Mais oui, on est encore déficient à ce niveau-là. Oui. Alors, on va tout de suite accueillir Laurent Cochefer, qui est animateur du groupement d'agriculture biologique de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Laurent. Bonjour David. Sophie a l'air très contente que votre arrivée dans cette émission. Bonjour. Alors bonjour et bienvenue. Merci à vous aussi d'avoir accepté cette invitation. Donc Laurent, alors déjà peut-être en un mot, présentez-nous un petit peu ce qu'est le GAB. Combien êtes-vous et quelle est votre mission, s'il vous plaît? Alors le groupement d'agriculteurs biologiques de Nouvelle-Calédonie est un syndicat professionnel. On regroupe des agriculteurs à titre principal, à titre secondaire et des jardiniers amateurs aussi. Un peu moins maintenant, essentiellement des agriculteurs professionnels. Et nous sommes actuellement une trentaine d'adhérents au groupement. 30 adhérents. Donc on rappelle que le GAB, c'est une association dont Sophie Chauchat, notre invitée ce matin, en est la vice-présidente. C'est bien cela ? C'est bien cela. D'accord. Donc, vous, à l'échelle un petit peu territoriale de votre vision, vous regroupez un petit peu les problématiques et les agriculteurs bio de façon générale. Qu'en est-il ? Est-ce que d'une façon globale, on s'aperçoit d'une augmentation de la demande ? On est dans le même esprit que les agriculteurs que vous avez entendus, c'est-à-dire qu'effectivement, les consommateurs sont à la recherche donc d'une alimentation saine et aussi de pouvoir s'alimenter directement sans intermédiaire, c'est-à-dire de trouver des produits comme vous l'avez dit presque au pas de la porte dans ces moments où on ne peut pas sortir. Et Laurent, le son n'est pas très très bon. Est-ce que vous pouvez soit vous déplacer, soit parler un petit peu plus loin de votre téléphone peut-être ? Merci. Okay. Je vais juste redonner la parole à Franck Surier-Lavergne en tant que président de Bio-Calédonia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pareil, succinctement, ce qu'est Bio-Calédonia, s'il vous plaît ? Quel est son rôle ? Alors, Bio-Calédonia est chargé de l'attribution du label Bio-Pacifica chez les agriculteurs qui veulent entrer dans cette démarche. Donc en fait, c'est une attribution de label qui se fait selon le système participatif, c'est-à-dire que les adhérents de l'association sont des producteurs, mais aussi des consommateurs, puisque les consommateurs sont très impliqués. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les consommateurs adhérents de l'association, parce qu'ils font un travail bénévole formidable qui permet en fait de garantir un label équitable qui a de la valeur. Puisqu'ils rentrent complètement dans la démarche d'attribution du label en faisant les inspections chez les producteurs, en participant au comité territorial de certification, ce qui permet donc d'avoir un label qui a du sens. Alors, on l'a vu depuis le début de cette émission, on parle d'un engouement de l'agriculture biologique de la part des consommateurs, mais qu'en est-il de la part des agriculteurs ? Parce qu'il y a encore quelques années, les agriculteurs avaient un petit rictus un petit peu méfiant quand on leur parlait d'agriculture biologique. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'on s'aperçoit que des agriculteurs conventionnels ont de plus en plus tendance à vouloir se convertir ? Oui, tout à fait, oui. On est de plus en plus approchés. Alors, on va voir des agriculteurs qui seraient prêts à rentrer dans la démarche et qui nous contactent aussi pour aller vers ce type d'agriculture-là. Clairement, je pense, l'agriculture est en train de prendre un virage qui est celui d'aller vers l'agriculture biologique. Même si les personnes pour l'instant ne sont pas toutes labellisées, on a un vrai mouvement dans ce sens-là. Et donc maintenant, le travail de l'association, c'est d'aller chercher ces personnes-là pour que leurs produits soient reconnus en tant que tels grâce au label, quoi. Alors Franck, vous l'avez dit, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont intéressés par ce label. Vous avez aussi expliqué que Bio-Calédonia fonctionnait sur un principe participatif avec des consommateurs qui sont aussi des inspecteurs. Est-ce qu'il y a le même engouement du point de vue des consommateurs ? Est-ce que vous avez une forte demande ? Je ne parle pas forcément en période de crise là, actuelle parce qu'on en a déjà parlé, mais de manière générale, est-ce que vous avez assez d'adhérents consommateurs, assez de personnes qui sont investies vraiment et qui veulent du bio absolument ? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu le souci qu'on peut avoir, parce que l'association fonctionne en groupes locaux.
du fait qu'elle ait une couverture territoriale. Donc c'est le travail le premier travail de lecture des dossiers, d'inspection, etc. est fait au sein de groupes locaux répartis sur toute la Calédonie. Et selon les zones, en fait, on a plus ou moins de consommateurs disponibles. Il faut savoir que c'est du bénévolat, c'est du travail associatif pour participer justement à cette action-là. Donc, si des gens sont à l'écoute et ont envie de participer au développement de l'agriculture biologique en tant que consommateurs, je les invite de rejoindre notre association pour pouvoir mettre en œuvre leurs convictions et participer à ce développement-là. Comment on fait pour ça? Vous avez un numéro? On peut vous joindre? Un lien? Une page Facebook? Alors, il y a une page Facebook qui est Label Biopacifica. Donc, tout attaché. Donc, LABEL BOI PASIFIKA. Un site internet aussi sur le même nom, biopacifica.nc. Labelbiopacifica.nc, pardon. Et autrement, vous nous trouvez dans l'annuaire Association Bio-Calédonia. Merci beaucoup, Franck Souris-Lavergne. Et du côté du GAB, alors peut-être qu'on n'a pas assez de recul par rapport à cette crise qui a 2 ou 3 semaines, nous sommes plongés dedans que depuis 2 ou 3 semaines. Est-ce que vous, du côté du GAB, vous avez de plus en plus d'appels d'agriculteurs qui vous téléphonent pour savoir comment se convertir? Laurent Cochefer, animateur du GAB. Alors ça, c'est une question intéressante parce que c'est vraiment un boulot à travailler avec les agriculteurs qui sont par exemple dans l'association Repère ou les agriculteurs chimiques qui ne sont dans aucune structure. On doit organiser cette année une journée sur la conversion en agriculture bio et c'est vers cette manne d'agriculteurs qu'on doit se rapprocher pour pouvoir les aider techniquement à passer le pas à arriver à une agriculture biologique certifiée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui nous écoutent concrètement, s'ils se posent des questions, s'ils ont envie de se convertir Alors, c'est très simple, hein. On est 2 acteurs au niveau du bio. Il y a Bio-Calédonia et le GAB-NC. On travaille en partenariat. On est là pour les écouter, leur trouver des solutions techniques. C'est bien ça où ils ont des doutes, des solutions techniques avec un accompagnement économique aussi, pour qu'ils ne subissent pas des pertes de revenus à cause de cette transition chimique bio qui met du temps à s'installer vers un rendement qui peut être intéressant et être comparable au chimique et même mieux. Donc ils ont tout intérêt à se rapprocher donc du groupement d'agriculture bio et de Bio-Calédonia, ainsi que tous nos partenaires techniques qui accompagnent au développement de l'agriculture biologique en particulier, que sont les provinces, la Chambre d'agriculture, l'association Repère qui elle, nous permet d'avoir une manne d'agriculteurs qui sont sensibilisés à travailler d'une manière raisonnée et qui sont à un pas du bio pour certains. Alors justement, Laurent Cochefer, vous venez de mentionner l'agriculture raisonnée, on parle aussi d'agriculture responsable. Qu'est-ce que c'est que ces agriculteurs-là? Où ça se situe par rapport au conventionnel, par rapport au bio? Par rapport au bio, déjà, ce ne sont pas des agriculteurs biologiques, hein. C'est des agriculteurs qui utilisent des produits chimiques et qui ont par contre, qui sont encadrés par des techniciens pour limiter l'utilisation de ces produits, pour réfléchir en termes de seuil, on ne traite pas tout de suite quand on a un problème, et pour avoir aussi des solutions qui peuvent s'approcher des techniques biologiques dans leur système chimique. Alors, parlons un peu du prix, parce que le bio a quand même cette réputation d'être assez cher. On va se poser la question de savoir pourquoi. Mais est-ce que justement, en ce moment, comme on a une offre qui est en dessous de la demande, est-ce qu'on observe déjà une flambée des prix? Alors moi, au niveau du bio, j'aurais du mal à répondre à cette question. Franck est peut-être mieux à même de pouvoir répondre. On va lui donner la parole. Franck Souris-Lavergne, donc je rappelle, élu à la Chambre d'agriculture et président de Bio-Calédonia. Et agriculteur. Oui, alors le fait du confinement amène plus de demandes, mais bon, ça n'a pas entraîné du tout une flambée des prix, sachant que les magasins sont pour la plupart les magasins d'alimentation encore ouverts de manière à ce que les gens puissent encore s'approvisionner normalement.
et il n'y a pas du tout d'effet d'aubaine. Après, comme je disais, effectivement, on est dans la saison de production qui est la plus difficile actuellement, puisque ce qui a été semé l'a été pendant la dépression qu'on a connue il y a de ça quelques semaines. Donc, ce qui entraîne des pertes au niveau des champs et donc beaucoup moins de volume de production. Donc, effectivement, c'est pas la période de l'année où on a la plus belle gamme de produits locaux, la plus diversifiée, mais c'est dû aux conditions météo. Et malheureusement, si on est sur des prix que certains trouvent excessifs, c'est pas du tout par rapport à la crise sanitaire qu'on vit, mais par rapport, comme tous les ans, malheureusement, aux effets climatiques de la saison qu'on vient de passer, quoi. Est-ce qu'il existe, soit au sein de la Chambre d'agriculture, soit avec le GAB, une espèce de pacte déontologique qui permet une régularisation des prix de façon un petit peu, on va dire, non officielle? Ou est-ce qu'il existe, est-ce que vous avez l'intention de prendre des mesures officielles pour, si la crise devait perdurer, limiter la hausse des prix? Pour l'instant, moi, il y a aucune discussion dans ce sens-là, puisque, comme je disais juste avant, il n'y a pas de flambée des prix observée due à la crise sanitaire. Mais si ça devait perdurer, est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place par la Chambre d'agriculture, ou est-ce que vous avez une institution de régulation des prix interne à la Chambre d'agriculture? Non, pas du tout. C'est pas du tout le rôle de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture est une chambre consulaire qui est là pour accompagner les agriculteurs ressortissants. Je pense pas que le problème va se poser. Effectivement, on a vu des flambées de prix sur des produits nécessaires à la crise sanitaire avec des effets d'aubaine peut-être, mais je pense pas que ça va concerner les produits agricoles. Pour l'instant, c'est vraiment pas un sujet qui est abordé. Par exemple, Sophie, aujourd'hui, vos paniers, les prix n'ont pas changé. Ah non, moi les prix restent toujours les mêmes. Bien sûr. Et vous avez une clientèle d'habitués de façon, vous avez un roulement régulier? Alors, avant le Covid-19, non, j'avais pas vraiment de roulement. Mais sinon, j'ai mes habitués qui me prennent toutes les semaines un panier régulièrement. Et moi, mes prix changent pas. J'essaie de fonctionner en AMAP. Et qu'est-ce qui explique que le bio, généralement, est un petit peu plus cher qu'une agriculture conventionnelle qu'on trouve en supermarché? Alors, pour ma part, moi, tout est cher. Même de mettre de l'essence dans ma voiture, c'est exorbitant pour moi. Et puis... moi, je fonctionne tout en panneaux solaires, donc les nouvelles technologies comme ça coûte cher, mais sur le long terme, ça coûte moins cher. Donc, il faut que je me retrouve dedans. Il faut aussi que je me retrouve dans l'achat des semences locales qui sont quand même assez chères, mais qui germent extrêmement bien. Il y a plein de petits trucs qui changent du conventionnel parce qu'on n'achète pas en grande quantité. On va acheter en petite quantité et c'est ça qui nous revient très cher. Et on paye aussi le prix de la qualité, comme vous l'avez dit, c'est pas les mêmes semences. Exact, aussi tout ça. Et puis je livre moi-même, je fais tout moi-même. À la fin, moi je me prends presque pas de salaire, je gagne encore pas de salaire, mais j'essaye de faire de mon mieux pour que les prix restent pas excessifs, pour que tout le monde puisse avoir accès au bio. Là, au bout de 3 ans d'installation, ce que vous dites, c'est que vous n'arrivez pas encore à dégager un salaire de votre activité. Non. Toujours pas. Pour que j'ai les aides de l'État, il faut que j'arrive à sortir 60% du SMAG agricole. Ce qui représente 100 000 francs à peu près par mois? Le SMAG agricole, il est à 130 000, donc il faut que je sois à 75 000 francs dans la poche. Donc c'est quelque chose au bout de 3 ans que vous n'arrivez pas encore à atteindre. Donc on est loin de l'imaginaire qui dit que les bio c'est cher et les agriculteurs bio c'est des bobos qui vivent bien. Est-ce que c'est lié aussi à la taille de votre exploitation? Est-ce que par exemple, Franck, de votre côté, c'est plus simple pour vous si vous avez une exploitation qui est plus grosse? Non, je pense pas que ça soit plus simple. Non, mais c'est l'occasion de rappeler que effectivement le revenu moyen des agriculteurs il est bien en dessous du SMG. Ça, c'est une réalité. Donc, effectivement, et si on compare l'inflation, la montée des prix des produits agricoles comparée à l'inflation, la montée des prix agricoles est bien inférieure à l'inflation. Donc, en fait, cette rengaine comme quoi les produits locaux sont chers,
elle peut s'entendre effectivement. Je peux comprendre que les gens font attention à la manière dont ils dépensent leur argent et aimeraient que tout soit moins cher. Mais il faut aussi regarder la réalité, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui travaillent dur et qui gagnent pas forcément aussi bien leur vie que dans d'autres secteurs d'activité. Et finalement que les produits agricoles, le prix des produits agricoles ne monte pas autant que le reste de la consommation, quoi. Est-ce que être en bio, ça vous demande plus de travail qu'en agriculture conventionnelle ? Oui, ça c'est aussi une réalité. C'est un type d'agriculture qui en général demande beaucoup plus de main-d'œuvre, puisque en fait beaucoup de travaux reviennent de façon manuelle, notamment le désherbage qui est un gros poste de travail, quoi. Et alors, en France, on a vu pendant cette période de confinement les agriculteurs qui ont appelé à la main-d'œuvre. Là, en plus, vous êtes en bio, donc en bio à moins d'intrants, moins de produits chimiques, moins de machines, plus de bras. Est-ce que, là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage partiel. Est-ce que l'agriculture bio pourrait être une ouverture vers l'emploi pour les gens qui ne travaillent pas en ce moment ? Est-ce qu'on pourrait, d'une part, vous aider, vous, à produire plus et pallier à ces crises de chômage qu'on est en train de connaître, finalement ? Franck Souris-Lavergne. Vaste question. Oui. Déjà, il faudrait voir comment pourraient s'organiser les choses pour garantir toujours un confinement et une sécurité pour pas que le virus se propage de partout. Et notamment en brousse où en fait la plupart des agriculteurs sont. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça pose problème ce confinement, parce que moi, pour donner mon cas personnel, j'ai eu de gros soucis avec une crainte des gens de venir au travail, puisque le virus impose des règles. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas simple. En France, le problème se pose clairement, puisque dans les champs, notamment des grosses exploitations en France, ils font appel à de la main-d'œuvre étrangère. Et donc, c'est plus la fermeture des frontières qui entraîne un manque de main-d'œuvre qu'autre chose. Mais est-ce que concrètement, aujourd'hui, un afflux de main-d'œuvre dans les campagnes pourrait résoudre ce problème de manque de production ? Laurent, peut-être ? Laurent Cochefer. On a quelques exemples d'agriculteurs qui ont été interpellés par des consommateurs qui étaient en confinement et qui ont pu se dégager un peu de temps pour aller donner un coup de main aux agriculteurs. C'est essentiellement proche de Nouméa. Mais effectivement, l'histoire de la main-d'œuvre qui est critique. En Calédonie, on a du mal à trouver des personnes sérieuses, etc. Ça multiplierait finalement la force de travail et donc ça permettrait une production plus importante en respectant, comme disait Franck, les règles strictes de confinement pour éviter que le virus se propage. Voilà, dans cette logique de confinement toujours. Par exemple, le travail dans un champ, si on est à l'air libre, qu'on a chacun ses outils, qu'on ne se touche pas, qu'on reste à une distance de sécurité, théoriquement, il n'y a pas trop de risque de contagion. C'est quand même plus, c'est moins risqué que d'être dans son bureau ou dans une maison avec de la clim, parce qu'on est en milieu ouvert, aéré, il fait chaud. On respecte, d'ailleurs, les agriculteurs respectent les distances minimum de sécurité imposées. Et c'est même, moi je pense que c'est beaucoup plus sécurité d'être dans un champ que dans un lieu entre quatre murs. Très bien, merci. On a vu ce confinement, en tout cas les fermetures partielles des frontières, met en exergue un petit peu la fragilité de notre autonomie, particulièrement alimentaire. Il y a quelques jours, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que l'Australie pouvait produire la nourriture pour 75 millions de personnes, soit environ 3 fois sa propre population. Qu'en est-il de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ? Alors, je vais laisser peut-être la parole à Franck encore, qui a une vision plus globale. Alors, il y a Sophie, je crois, qui voulait réagir très fortement. On va lui donner la parole. Sophie est partie... non, j'ai juste dit oulala, on sentait partir déprimée. Non. Vous vouliez apporter un élément de réponse à cette question, Sophie ? Non, plutôt Franck. Moi, je disais oulala, on est loin de l'autonomie alimentaire en Calédonie. Franck Souris-Lavergne, donc je rappelle, le président de Bio-Calédonia, élu à la Chambre d'agriculture, agriculteur bio vous-même du côté de la foi. Qu'est-ce que vous inspire cette question ? Ça m'inspire qu'effectivement, en Calédonie, l'agriculture n'a pas une place assez importante.
Effectivement, on a besoin de rendre ce métier attractif pour qu'on augmente un petit peu ce taux de couverture alimentaire, parce que bon, l'Australie dit qu'elle peut produire 3 fois ce qu'elle consomme. L'objectif est pas là, c'est vraiment d'être nous en sécurité par rapport à l'alimentation de la population. Parce que voilà, c'est une nécessité, et notamment par rapport à la crise qu'on vit aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme approvisionnement venant de l'extérieur. Juste pour rappeler, l'année dernière, l'Australie a dû importer du blé. Donc l'Australie, qui est un gros producteur de blé, mais avec les problèmes de feu, de sécheresse qu'ils ont subis, ils ont pu produire seulement la moitié de la consommation australienne l'année dernière. Donc tout le monde est un petit peu dans des difficultés au niveau de la production agricole, et là ça va pas s'arranger avec cette crise sanitaire. Donc c'est vraiment impératif maintenant de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour que la Calédonie soit en sécurité au niveau de l'alimentation. C'est ça le grand avantage de l'agriculture biologique d'un point de vue autosuffisance alimentaire, le fait de ne pas avoir à importer des intrants chimiques, etc. Oui. Ah oui, c'est une agriculture qui est beaucoup plus résiliente dans ce sens-là, qui permet en fait de fonctionner plus en autonomie. Alors, tout dépend. Après, dans l'agriculture biologique, il y a plusieurs itinéraires techniques possibles, avec soit une autonomie à 100%, avec des agriculteurs qui vont tourner avec uniquement ce qu'ils ont à disposition localement. D'autres modèles où il va y avoir utilisation d'intrants importés, mais de toute façon, en général, l'agriculture biologique est bien plus résiliente et bien plus autonome qu'un type d'agriculture qui va avoir besoin d'importer des produits pour traiter ou autre. Et pourtant, elle n'a pas cette réputation. On a souvent tendance à penser que l'agriculture biologique va demander beaucoup plus d'espace pour une production similaire. Donc la question est, est-ce que oui ou non, on peut imaginer une autonomie alimentaire en agriculture biologique à long terme, une autonomie à long terme, ou inversement, est-ce qu'on peut imaginer de la même façon une autonomie alimentaire à long terme en conventionnel ? En conventionnel, je ne sais pas à quelle échelle on parle. On parle à l'échelle de la Calédonie. Oui, on a l'avantage en Calédonie de ne pas manquer de place. Déjà, l'argument comme quoi il faudrait plus de place pour un volume équivalent en agriculture bio, il est en train petit à petit de disparaître. Ce serait pas vrai ? Ça peut être vrai, mais en fait, grâce aux avancées techniques, il faut bien se rendre compte que l'agriculture bio est en train de devenir le nouveau standard. Il y a tous les agriculteurs, toute l'agriculture mondiale est en train de se tourner vers l'agriculture bio. Donc il y a au niveau de la production qui était un petit peu des rendements en fait qui était un petit peu l'argument choc pour contrer l'agriculture biologique. On a de plus en plus d'exemples qui montrent que maintenant l'agriculture biologique peut être largement concurrentielle en termes de rendement. Et avec tous les bénéfices qu'elle apporte, c'est-à-dire au niveau santé, au niveau environnemental, etc. Donc ça devient vraiment l'agriculture incontournable, et c'est pour ça qu'on voit un tel mouvement de conversion de par le monde. Juste pour rappel, aujourd'hui en France, on est sur un agriculteur sur 7 qui est certifié bio, et ça représente 1 hectare sur 10 de l'agriculture française. Donc ce n'est plus la petite agriculture qui est un petit peu mise à part, c'est vraiment un modèle qui est intégré à la production globale et qui compte aujourd'hui beaucoup, et tout le mouvement de production globale se tourne vers l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, même on a dans les nouvelles, enfin qui sont pas nouvelles d'ailleurs dans certaines techniques de culture, si on va encore plus loin, quand on parle de permaculture, aujourd'hui, les études montrent qu'on peut produire 10 fois plus sur la même surface en permaculture qu'en agriculture conventionnelle, notamment parce qu'on plante beaucoup plus de cultures, on plante plus serré sur la même surface, etc. Donc oui, l'INRA a sorti des études, aujourd'hui on est loin on pourra pas nourrir la planète avec du bio, on voit qu'on peut produire autant, et puis surtout qu'on n'épuise pas les sols. Donc quand on réfléchit à long terme, en fait on produira beaucoup plus avec du bio que du conventionnel, vu qu'on n'épuise pas les sols et qu'on fait dans le durable. Alors, oui.
Oui, Franck Souris. Oui, on va même dans un sens d'amélioration du sol. Hein. C'est vraiment le but de l'agriculture biologique. Un agriculteur bio qui travaille bien, il a un sol qui s'améliore de saison en saison. Et donc, en fait, on va du mieux en mieux et pas l'inverse, quoi. Mais est-ce qu'on n'a pas vu également aussi, là je vais peut-être m'adresser, à Franck Souris-Lavergne ou à Laurent Cochefer, mais une évolution du label qui aurait assoupli ses règles pour engranger un petit peu plus d'agriculteurs aussi. Est-ce qu'on a plus d'agriculteurs qui ont fait le pas strict de convertir leur agriculture, ou est-ce qu'on a vu l'ouverture du label pour accueillir plus d'agriculteurs ? Non, clairement, pas du tout. Pas du tout. À savoir, l'agriculture bio est née avec l'arrivée de la chimie de synthèse en agriculture. Donc en fait, le mouvement d'agriculture bio est né à ce moment-là, puisque c'est des agriculteurs qui ont été un petit peu visionnaires, qui au moment de l'arrivée de la chimie de synthèse dans les champs se sont dit qu'on allait droit vers des problèmes. Et donc l'agriculture bio, le principe de base en fait a été dès le départ zéro intrant venant de la chimie de synthèse. Et donc ça c'est une ligne dure qui n'a pas bougé. Hein. L'agriculture biologique est toujours garante de la non-utilisation de produits de chimie de synthèse dans les champs. Et ensuite, si y a un taux de conversion énorme, c'est parce que en fait il y a une grosse demande vis-à-vis des consommateurs. Et il y a aussi la réorganisation des circuits de distribution pour l'agriculture bio. Et donc en fait, là où des producteurs se retrouvaient complètement coincés dans un système où ils perdaient d'année en année de plus en plus de revenus, en fait ils ont trouvé une ouverture vers l'agriculture bio, mais c'est l'agriculteur qui s'est adapté pour pouvoir produire en agriculture bio, et pas du tout le label qui s'est quelque part assoupli. C'est vraiment la réponse en fait à plusieurs soucis au niveau environnemental, au niveau qualité des sols, mais aussi au niveau revenu de l'agriculteur qui font qu'il y a ce gros engouement vers l'agriculture bio. Laurent Cochefer, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à cette réponse ? Oui, moi je suis mal placé pour parler de la norme, mais la norme elle reste intacte. Hein. C'est effectivement une envie des agriculteurs de rentrer dans ce système d'agriculture, hein, et d'avoir peut-être un éclaircissement, parce qu'un éclaircissement sur ce qu'est le bio, ça Bio-Calédonia fait bien son travail là-dessus. Je pense que on fait tous un travail pour expliquer, pour démystifier l'agriculture bio et prouver, comme disait Franck sur le terrain, qu'on arrive à produire et pas produire, mais produire mieux et de manière plus durable, et que c'est effectivement ce dont on a besoin actuellement, c'est-à-dire de restocker du carbone dans les sols, donc améliorer la fertilité de son sol et d'être un médicament pour le réchauffement climatique, en tous les cas avec des productions, des circuits courts, relocaliser des unités de production à l'échelle d'une ville ou d'une province. Donc on est la solution pour les problèmes qui nous arrivent en pleine face, de réchauffement climatique, de perte de la biodiversité. Donc et les agriculteurs en sont conscients, et comme disait Franck, ce mouvement mondial prend une ampleur de plus en plus grande. Et on voit que c'est une affaire de conviction, parce que Sophie, je m'adresse à vous, vous l'avez dit, vous n'arrivez pas à dégager un salaire, même un petit salaire de votre activité. Pourquoi aujourd'hui vous avez choisi d'être agricultrice bio, alors que c'est aussi dur et contraignant? Moi, pourquoi j'ai choisi de faire de l'agriculture? Voilà. Parce qu'au départ, je voulais essayer de changer les choses, de changer les mentalités et surtout penser aux générations futures. Parce qu'on emprunte la terre à nos générations futures. Et je me suis dit, pour que je puisse faire ma part, surtout dans le pays, ça commence par l'agriculture. Et moi, j'ai toujours aimé être surtout en tribu et puis manger les légumes qui étaient toujours délicieux quand j'étais en colonie de vacances, et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours aimé travailler la terre. Voilà. C'est pour ça que je continue. Et alors, on a parlé tout à l'heure de l'emploi qui peut être créé par l'agriculture biologique en ces temps de crise. On l'a dit, hein, le bio, c'est moins de machines, moins de produits, plus de bras. Est-ce qu'on peut imaginer, alors du coup, en sortie de crise, que l'agriculture biologique puisse devenir un pilier économique interne en offrant de l'emploi stable et une économie vraiment solide intérieure au pays ?
Ah bah il faudrait, oui. Youpi. Qui veut répondre? Franck Souris-Lavergne. Oui, bah, effectivement, moi j'espère que ça va créer un sursaut. Comme on le dit depuis le début de l'émission, cette crise sanitaire, c'est aussi l'occasion pour tout le monde de se rendre compte un petit peu de l'importance de la santé de chacun. Et donc effectivement, quand on parle santé, quand on parle environnement, et ben forcément on arrive à l'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique, c'est une solution pour tous ces enjeux-là. Et ben, Inch'Allah, j'espère que l'occasion fera le larron et qu'on va vivre le développement de notre type d'agriculture. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, et il faut aussi savoir que en fonction des systèmes de culture, c'est aussi une agriculture qui coûte moins cher à la puissance publique en termes d'investissement, d'aide. Quand les agriculteurs travaillent qu'avec quand ils valorisent que la matière organique localement, ça coûte moins cher que de faire venir des sacs d'engrais emballés en plastique de bateaux et qui polluent aussi du coup. Donc c'est aussi une agriculture qui peut se montrer résiliente, mais aussi économiquement intéressante, moins chère pour les gens qui aident à développer l'agriculture bio, cette forme d'agriculture qui est beaucoup plus résiliente, autonome dans l'utilisation des intrants. Et est-ce que justement, pour ces sorties de crise, parce que beaucoup de gens ne travaillent pas dans l'agriculture à cause du SMIG, qui est un SMIG inférieur, est-ce qu'il y aurait une réflexion sur les déplacements de subventions liées à l'importation d'intrants sur une revalorisation des salaires dans l'agriculture ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez ? Oui, il faut être prudent. Il ne faut pas mettre l'agriculture biologique en confrontation avec une autre agriculture. C'est vraiment pas ça l'enjeu. Je pense que les producteurs ont besoin d'accompagnement. Il y a des enjeux qu'on connaît bien maintenant. Dont il faut que l'agriculture prenne ce virage-là. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il suffit de fermer un robinet pour que l'eau coule d'un seul coup à l'autre robinet, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment aller dans une transition, et pour ça, il faut accompagner tous les producteurs pour pouvoir s'inscrire sereinement dans cette transition-là. Il ne s'agit pas de complètement empêcher des personnes qui travaillent aujourd'hui et qui malgré tout permettent d'alimenter le pays en produits locaux, de les empêcher de travailler, de mettre en péril leur activité, parce qu'on veut mettre quelque chose d'autre en place. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Par contre, je suis convaincu que la majorité des agriculteurs s'intéressent à ces changements de pratiques-là, et donc il faut trouver le moyen de les accompagner dans ce sens-là pour le développement de l'agriculture biologique. Mais bon, ça se décrète pas d'un coup de baguette magique. On fait un métier difficile. Chaque décision entraîne des répercussions sur les récoltes suivantes. Les récoltes, c'est minimum 3 mois après. Donc il y a un temps de latence. Malheureusement, voilà. L'agriculture bio en Calédonie, elle existe depuis une petite dizaine d'années. On voit un engouement qui est de plus en plus, mais ça fait que 10 ans, j'ai envie de dire. Donc, laissons aussi le temps de changement. Et quand je donnais les chiffres tout à l'heure par rapport à la métropole et les taux de conversion qui vivent là-bas, l'agriculture bio, elle est organisée en métropole depuis les années 60. Donc voilà, d'un côté il y a 60 ans de développement, nous ici on en est encore à 10 ans, on espère qu'on va mettre beaucoup moins longtemps, mais n'empêche qu'il y a un temps qui est incompressible. Merci Franck Souris-Lavergne. Oui Marilyn ? On va arriver au terme de cette émission. Déjà, est-ce que rapidement, mais vraiment très rapidement, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire pour faire une sortie de crise de confinement digne et qui peut bénéficier à l'agriculture biologique ? Alors, Laurent, très brièvement. Je pense que garder cette dynamique, je pense que les consommateurs ont conscience de l'importance de bien manger, de bien se nourrir.
Il faut faciliter la rencontre entre les producteurs biologiques et les consommateurs, améliorer les circuits de commercialisation et aussi accompagner, comme Franck disait, ça c'est pas du jour au lendemain, mais accompagner progressivement la transition vers une agriculture la moins polluante possible, hein, et que la puissance publique aussi ait des mesures incitatives pour que les gens progressivement, avec l'assurance peut-être de garder le même revenu, mais inciter les agriculteurs à diminuer progressivement l'utilisation de produits chimiques et montrer qu'il y a des solutions biologiques qui sont aussi performantes, si ce n'est plus. Merci Laurent Cochefer, président animateur du GAB. Merci beaucoup. Merci à Sophie Chauchat, agricultrice bio et vice-présidente du GAB. Et merci à Franck Souris-Lavergne, président de Bio-Calédonia, élu à la Chambre d'agriculture et agriculture vous-même à la fois. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. De rien, à bientôt. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Et voilà Marilyn. Je crois que s'il fallait résumer, il y a plusieurs points à retenir. C'est que déjà le bio c'est meilleur pour la santé. On n'a pas des pesticides qui sont responsables d'énormément de cancers, de plein de maladies. Donc c'est meilleur pour nous. C'est meilleur pour la planète. On l'a dit, on fait du stockage de carbone. Donc on améliore le réchauffement climatique. Et on améliore l'état de nos sols. C'est meilleur pour notre autonomie parce que ça nous permet d'être plus indépendants, d'être plus autonomes. Et puis c'est meilleur pour notre économie. Voilà. Merci Marilyn pour ce résumé. On vous retrouve demain ligne directe. Nous recevrons l'UFC, un avocat et un notaire et vous aurez libre cours à vos questions. Voilà, toutes vos questions en immobilier, notariat, tout ce que vous voulez. Allez, ligne directe, première partie, c'est terminé. Moi, juste le temps de changer de studio. Au revoir Marilyn. Au revoir David. Et je retrouve Delia pour vos coups de cœur et vos coups de gueule.